Alors bonjour, comédienne et productrice. Ça fait 4 ans que je développe pour une société de production qui s'appelle Netcast Productions, à base de journalistes qui ont eu leur première expérience Internet avec Canal Web. Donc c'est quand même des dinosaures du web. Et donc ils ont eu une idée, le gérant et une grosse partie de l'équipe habitent à Montmartre. Donc ils ont eu une idée d'un projet multi-écran. Ce projet sur Montmartre se décline sur trois supports, la télévision, le web et les smartphones, une application smartphone et tablette. L'idée, c'est vraiment la première idée qu'ils avaient eue, puisque c'est des gens d'écriture et de contenu, c'est d'avoir une narration linéaire. Donc, on a fait appel à un auteur américain qui habite à Montmartre, qui est reconnu pour ses romans polars, et on lui a commandé une histoire, une saga familiale sur ce lieu. En fait, son idée, c'est venu de lui, l'idée de la saga familiale. Il nous a écrit une saga familiale extraordinaire avec un lien familial d'une famille de 1860 à nos jours. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur du projet. Sur le site, ça va donc évoluer, le site évolue avec l'histoire à partir de 1860. Le plan de Montmartre va évoluer avec des lieux. Il y aura des archives numériques, des films, des photos, parce qu'il y aura toute une partie. Il y a une première partie. J'espère que je suis claire. On va faire ça dans l'ordre. Bon, c'est ça, donc le linéaire. Après, on a la télé qui est très importante parce qu'il y aura un documentaire sur Jake Lamar en train d'écrire ce roman radiophonique, parce que c'est un roman radiophonique. Ça aussi, c'est important de le dire. Donc, il est en train de l'écrire et ça nous permettra d'avoir une certaine visibilité, de créer, d'avoir une audience et aussi de faire une agrégation, faire monter des informations, des images pour fournir ce site. Il y a aussi une application smartphone. Ça sera une déambulation dans Montmartre. Montmartre a une triste histoire d'une déambulation qui se fait sur un tout petit parcours. Et ça serait bien que ça s'élargisse. On connaît très bien les gens du musée de Montmartre. Donc, on va faire un parcours à partir du web rodement radiophonique. Et donc, il y aura des points de relais avec de la réalité augmentée, un petit peu comme le Muséum de Londres, avec des photos avant-après. Ça intéresse énormément de gens. Le musée a triplé ses visites suite à cette application. Donc, on aimerait bien faire ça. On est déjà soutenu par la Ville de Paris. C'est un projet qui existe depuis longtemps, qui a eu du mal à trouver une étincelle. On a beaucoup de lettres avec beaucoup de chiffres, mais bon, il faut tout mettre ça ensemble pour le mettre en ligne. Merci beaucoup de nous le ramener, ce projet, nous permettre de vous le faire connaître. Moi, j'y tiens beaucoup. Je suis montmartroise depuis 20 ans, même si j'ai mon accent québécois. Donc, voilà, je suis ravie de vous faire connaître ce projet qui est très riche, très beau. Le roman est magnifique, radiophonique. Voilà, il y a toute une partie créative qui sera très riche. Merci à vous. Alors le dernier projet, c'est un petit ovni, c'est un projet qui nous est arrivé un soir en disant il est 21h au Cambodge, est-ce qu'on peut encore envoyer le projet? C'était bon pour nous parce qu'il était 18h ou je sais pas quoi. Et donc c'est un projet qui vient du Bofana Center, qui est connu ici sur le territoire parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec la Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord. Et un projet qui est porté par Ritipan. Ici relayé par une société de production qui est dirigée par Catherine Dussart, mais je crois qu'elle a été prévenue, mais elle ne nous a pas répondu. Alors c'est un projet coup de cœur, on l'a gardé parce qu'on était à peu près tous unanimes dans le jury. Vraiment, c'est le projet activiste, comme on les aime dans le transmédia. Et je ne vais pas me substituer à eux, je vais vous lire le petit pitch qu'ils avaient mis. Wondelar est un web documentaire participatif international ayant pour point de départ un pays en développement, le Cambodge. À travers le monde, par l'intermédiaire de portraits vidéo de 7 minutes, des réalisateurs émergents et activistes des nouveaux médias donnent la parole aux hommes et aux femmes vivant avec $1 par jour. Alors que la crise économique mondiale continue d'engendrer des déficits incommensurables, ce projet revient avec beaucoup de réalisme à la valeur d'un billet vert. Voilà, et le projet est vraiment très très emballant. On espère que la société de production parisienne nous permettra de faire le relais et effectivement de l'accompagner à son terme. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont été sélectionnés, donc vous sont ouverts tous les workshops de la session gratuitement. Vous pouvez y participer jusqu'à 2 par société. Et encore une fois, si vous souhaitez
avoir une démarche de crowdfunding. La société Touscoprod vous accompagnera, si vous ne connaissez pas déjà cette démarche, vous accompagnera pas à pas. On va continuer encore sur 2 études de cas, puis ensuite on fera une petite pause café avant la table ronde. Donc la prochaine étude de cas, je pense que là ça va vous parler encore plus que les autres, parce que vous en avez vu la série à la télé. C'est l'étude de cas qui va être présentée par Claire Leprousse de CAPA à propos de la série Braco. C'est pas parce que ça passe à la télé que tout le monde l'a vu, hein. Surtout sur une télé cryptée. C'est avec la fragmentation des audiences, on ne sait plus qui regarde quoi. Donc, en l'occurrence, c'est Braco. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un petit présentation sur un truc assez utile qui s'appelle Storyfy, et comme il y avait tous les liens. Donc je vais peut-être vous raconter l'histoire en attendant. Au sein de CAPA, il y a 3 filiales, une qui est plus connue autour du journalisme, qui produit des magazines et des documentaires. Il y a aussi une activité entreprise, et puis il y a une activité de production de fiction dont fait partie probablement la plus grande série que CAPA en tout cas n'ait jamais produite, puisqu'elle s'appelle Braco et qu'on est en train en ce moment de tourner la 3e saison. Cette série a été imaginée, écrite et réalisée pour sa première saison par Olivier Marchal, donc un homme de cinéma. Si on fait un petit peu ce flashback, c'était à l'époque du début de la création originale par Canal, qui allait chercher des talents, y compris pour la première fois en l'occurrence dans le monde du cinéma. Parler Michel, mais voilà, donc il y avait une espèce d'acte fondateur comme ça, et quand on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire autour de cette première saison, qui donc de fait n'était pas connue puisqu'elle n'avait pas encore été diffusée, on s'est tout de suite dit finalement il y a déjà quelque chose d'un peu singulier, parce qu'Olivier Marchal a un univers, évidemment dans le polar, mais aussi voilà, dans cette façon de raconter de façon assez noire les choses, mais aussi très imprimé de son passé de flic, et donc avec un regard assez, même s'il est un peu daté au sens presque plus années 70 que contemporain finalement dans le ton, mais en tout cas il est très empreint de réalisme, qui correspond aux démarches évidemment qu'a CAPA. Et on s'est dit, ce qui serait bien, c'est que tout de suite, on accompagne la façon dont il va avoir, après l'écriture, après le stade de l'écriture, il va concevoir cette série. Et donc, autour de la première saison, avant la diffusion donc, de ces épisodes qui avaient lieu en octobre, on a, à partir du mois d'avril à la fin du mois de septembre, toutes les semaines, posté un petit film qui racontait toutes les étapes de la confection de la série par lui-même, et raconté par lui-même, au travers duquel on pouvait à la fois découvrir ce qui se passait dans la temporalité de la création de la série, mais aussi on découvrait le rôle, à la fois les personnages et leur rôle, donc que ce soit leur vrai rôle, leur vrai personnage dans la vie, ça peut être un costumier, ça peut être quelqu'un qui s'occupe d'un casting, que ce soit un acteur, et ou son vrai rôle finalement dans la série. Voilà. Donc ça avait été développé par Upian, ça s'appelait les coulisses de Braco. Évidemment, ça n'est pas ça qui sert le buzz d'une série, parce que en général, quand Canal lance une série originale, ce qui va faire le buzz, c'est le plan marketing qui accompagne cette série. On l'a vu notamment aussi, par exemple, sur Arte avec à chaque fois j'ai oublié les humanoïdes. Non, comment ça s'appelle? Les Hugots, oui. Voilà, oui, à chaque fois j'ai du mal à retenir le Realimiant. Voilà, on voit bien que l'accompagnement marketing fait les choses. Donc nous on était en avant. Par contre, ça a commencé à nourrir une communauté qui effectivement était fan d'Olivier Marchal. On a cumulé 250 000 vues sur cette série-là. Et ensuite, cet ensemble de programmes, puisque c'était sur 4 mois, je crois qu'il y avait 30 épisodes en tout, on rejoint les bonus du DVD pour laisser trace de cet acte fondateur qui a été sa première série créée. L'ambiance générale était totalement filmée dans le ton de la réal de Braco, donc on était totalement dans ce ton-là, totalement dans une même démarche cinématographique dans la façon de l'avoir réalisé. Voilà. Donc ça a été notre premier acte.
Quand est arrivée la deuxième saison, quand allait arriver la deuxième saison, c'était à l'époque, on sort toujours sur une espèce de tendance comme ça, ou de choses dont on entend parler, qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, et en même temps, quand on se plonge dedans, on commence à imaginer ce que ce pourrait être. Je fais référence aux ARG. Voilà, on entend parler des alternate reality games, un peu comme à la façon d'un jardin à la française qui aime bien conceptualiser depuis des siècles déjà. Nous-mêmes, voilà, dans le monde de l'audiovisuel, on se dit tiens, ce truc qui est concept, qui fait appel à de la gamberge et en même temps qui est assez créatif, qui fait appel à des auteurs différents, à des équipes pluridisciplinaires. Voilà, c'est quelque chose qu'on aura envie de tester. Donc on avait déjà travaillé sur un ou deux projets qui n'ont pas abouti chez Capa, donc on était déjà rentré dans cette mécanique de, voilà, pour donner quelques mots comme ça, de quelle manière de la fiction on peut passer à la réalité, de quelle manière on peut proposer des expériences aux spectateurs qui soient différentes ou dans leur propre rôle, finalement ils viennent s'immiscer dans le rôle d'une histoire qu'on leur propose. Voilà, il y a plein d'ingrédients très différents dans les notions d'ARG, et à chaque projet son ARG. Mais en tout cas, voilà, on avait envie de se dire de quelle manière, de façon un petit peu ludique, on peut faire rentrer nos fans dans Braco, et quelle relation singulière ils pourraient commencer à nouer avec la série. Alors, donc là, on était dans la démarche, on n'a pas du tout été dans une démarche de conception d'une fiction transmédia, au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gamberge en amont avec l'auteur qui est devenu, dès la deuxième saison, Abdel Raouf Dafri. Pourquoi ? Parce qu'il était en retard, qu'il fallait qu'on commence à gamberger, enfin en retard sur l'écriture de ces épisodes pour la deuxième saison, qui était néanmoins bien plus stratégique que de se prendre le chou sur l'ARG au demeurant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que de toute manière, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui leur intéressait. C'est quelque chose que toute l'équipe a accompagné et encouragé, pour lequel on a vraiment eu un appui sans faille, hein, voilà, y compris des comédiens, comme vous le verrez. Mais du point de vue de l'écriture et de la gamberge, c'est pas du tout quelque chose qui les intéressait particulièrement. La deuxième chose, c'est qu'on avait un petit budget, voilà, donc on évoluait dans un environnement de contrainte, puisque en tout, on a eu 125 000 € pour tout produire, ce que vous allez voir. Voilà, on savait que pour faire une ARG, Capa seul n'était pas suffisant. On avait besoin de ressources extérieures pour aller chercher des savoir-faire à la fois de conception mais aussi technologiques. En l'occurrence, on est allé chercher Lexis Numérique, qui est une société réputée aujourd'hui avec Éric Viennot, fondateur probablement de la première fiction ARG avec In Memoriam en France, qui a renouvelé avec les médias. Et donc on a travaillé main dans la main avec ces sociétés-là. Évidemment, nous, on était le cœur indispensable du fait de la proximité avec la production, du fait de l'organisation de tout ça, du fait de la face... Enfin, on était... Même si, je dis ça parce que, avec humilité aussi, mais même si on avait eu la vision du pitch, c'est vrai que Lexis aurait très bien pu travailler directement avec Canal+, etc. La réalité est plus différente, puisque dans les faits, travailler, bien connaître la production, penser ce qui peut être fait avec les personnages, à quel moment de tournage on va pouvoir les prendre, de quelle façon on garde aussi la main sur l'intuition qu'on avait au départ pour que ça reste un cap, et qu'on évite les débordements un peu trop technologiques parfois qui nous emmerdent et nous amènent ailleurs. C'est ça. Non, c'est vrai. Au fond, c'est vrai, j'y repensais moi-même. Voilà, et donc tout ça fait qu'on a eu envie de se dire, voilà, il y a un sujet, il y a déjà 2 ans et demi, qui est que, autour de Braco, et parmi toutes les pages Facebook que Canal nourrissait à l'époque, c'était autour de cette série qu'il y avait le plus de fans. À l'époque, il y en avait 50 000, il y en avait beaucoup moins sur toutes les autres séries de Canal, y compris les américaines comme les françaises. Donc voilà, c'était il y a 2 ans et demi, donc on s'est dit on va bâtir quelque chose autour de cette communauté-là, comment lui proposer quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, c'est un pourri cette série, voilà, on sort de là, comme parfois dans la vie, mais là c'est un peu sans retour. Le seul attachement qu'il y ait réel, indépendamment évidemment de la dramaturgie de l'histoire, hein, mais c'est ce fil d'humanité qu'il y a au sein de cette bande. Voilà, ils sont vraiment potes. Et donc on s'est dit, ce qu'on va faire vivre aux gens, finalement c'est une espèce de fausse promesse,
presque vraie, mais quand même fausse, de devenir pote de la bande. Donc la promesse, c'était, voilà, tu veux faire partie de la bande, inscris-toi, là. C'est un homme cagoulé qui le propose, parce que Kaplan va avoir besoin de ton aide. Tu t'inscris, tu laisses ton mail et tu laisses ton portable, et puis à ce moment-là, on check qui tu es, et on revient vers toi. Une fois que ça a été fait, 2 jours plus tard, chacun des internautes recevait sur son propre mail un lien qui le mettait directement en face de Kaplan, donc Anglade, qui dans sa peau de Kaplan, avec son blouson de cuir et son médaillon, lui disait, écoute, voilà, on a checké qui tu étais, tu m'as l'air assez solide, donc tiens-toi prêt, et voilà, on reprend contact avec toi. 2 jours, non, la veille de la diffusion antenne du premier épisode, on reçoit un lien, on reçoit sur son portable un message MMS. Ce message MMS vous conduit vers une vidéo où on voit Wachowski qui est en train de... Hein, oui, enfin, je dis ça, et puis, où on voit un des personnages qui est en train de courir dans la forêt, qui manifestement va se faire buter, qui demande qu'on l'aide à sortir de la forêt, etc. On peut aller en droite, en bas, évidemment ça ne va pas avoir d'impact, mais ça... Ce qui est intéressant, c'est que ce même plan, on le découvre d'entrée de jeu, dans la première diffusion, c'est la première image de l'épisode de la série qui arrive, où on le voit courir voilà, dans la forêt, et on comprend en fait que on ne va pas avoir réussi un jour avant de l'aider et qu'il va se faire buter. Voilà. Et puis tout au long des épisodes, donc on a évité, ce qui de mon point de vue est potentiellement un écueil, mais dont je ne partage pas mon avis, mais on a évité de venir perturber les internautes pendant la diffusion des épisodes, y compris la phase de rediffusion, finalement pas la phase de catch-up, voilà, on a intégré cela, de façon à ce que les internautes soient sollicités directement par les personnages par mail ou par SMS entre la diffusion des épisodes et que comme ça on puisse faire un pont jusqu'à au jour de l'an recevoir un dernier SMS du méchant qui vous souhaitait la bonne année. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de vous montrer le clip qu'on a fait qui a été diffusé à la conférence de presse auprès de tous les journalistes et qui racontait l'histoire un peu que je vais vous raconter mais de façon assez jolie. Non, c'est pas le teaser. Ouais, c'est ça. Comment ça a commencé? Je me rappelle très bien, j'étais au bureau. Je regardais une bande-annonce de la série Braco. Et tout d'un coup, les images commencent à se brouiller. Et un mec en cagoule me dit que Kaplan cherche à recruter quelqu'un pour aider son groupe. Une fois, tu prends quelqu'un qui n'a pas été mêlé à un petit bordel. Évidemment, je pense que c'est un canular, ou un coup de pub. Je sais pas, les collègues du bureau qui me font une blague. Mais bon, le mec en cagoule, il se fait insistant. J'espère que t'as les épaules solides parce qu'elle se prend pour le Bertrand. Alors je me dis que j'ai rien à perdre, donc je laisse mon mail et mon nom. Mais bon, sans trop y croire. En fait, c'est le soir que tout a basculé. Donc, je rentre chez moi, je consulte mes mails, et là, je vois que j'ai reçu une vidéo de Kaplan lui-même. Salut, c'est Eddie. On m'a transmis ton dossier. Tu m'as l'air solide. Compte sur toi. C'est à partir de là que tout a commencé à changer pour moi. J'étais totalement investi. Une mission permanente. À tel point que ça a commencé à avoir des répercussions dans ma vie privée. Et oui, ma copine a commencé à avoir des soupçons à cause de tous les mails et les textos que je recevais. C'est qui cette Roxane? Et Kaplan et son groupe ont commencé à faire régulièrement appel à moi. Mais je devais rester discret, professionnel, efficace. Alors Stéphane, je vois que ça bosse dur. Bah ouais. Jamais j'aurais pu imaginer que ma vie prendrait cette tournure, je pensais que c'était trop tard. Aujourd'hui, tous les jours, j'ai des montées d'adrénaline. Allez, merde, putain!
petit, j'ai réussi à gagner la confiance de chaque membre. Et je pense pouvoir dire aujourd'hui que je fais partie intégrante du groupe Kaplan. Ah, excuse-moi. C'est Théo, justement. Ouais, Théo. Excusez-moi, je suis désolé, faut vraiment que je l'aide. Excusez-moi encore. On a un peu fictionné la réalité de l'expérience. Mais bon, faisant une ARG, on avait le droit. Hein. Voilà, donc ça vous raconte quand même bien l'histoire. Les résultats... donc, pour revenir un petit peu, il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y a rien à gagner, voilà, pas de gratification particulière, pas d'enjeu. Enfin, pas d'enjeu de bénéfice, plus que d'enjeu. L'enjeu, c'était juste de vivre cette expérience et de se dire, pour ceux qui l'auront vécu, on leur a probablement donné un petit coup d'émotion en plus par rapport à la série qui déjà, a priori, les comble. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on n'avait pas particulièrement d'objectifs, parce qu'on ne savait pas trop combien de gens on allait toucher. Là-dessus, honnêtement, on eût aimé en toucher plus. Il se trouve que Canal+ n'a quasiment pas fait la promotion de ce jeu-là. C'est-à-dire que quand il a été annoncé, il a été en même temps qu'on a montré la série. Et donc pour tous les journalistes assez curieux qu'on a chez nous en France qui s'occupent des médias, ben forcément la RG c'était pas non plus un super sujet. Voilà, donc la série a primé. Et deuxièmement, l'antenne n'a pas accompagné le mouvement juste un tout petit peu à la fin où il y avait écrit rejoignez Code Kaplan, mais rien n'était explicité alors qu'on avait fait des teasers qui étaient prévus pour être diffusés à l'antenne, etc. Et on a eu 1 ou 2 jours de homepage sur le site de Canal, etc. Et le reste, ça s'est fait par la page Facebook qui avait déjà ses 50 000 fans. Quoi. Donc le résultat, c'est que, et dans une expérience comme celle-là, donc vous voyez bien qu'elle est temporelle et aussi événementielle, comme je disais tout à l'heure. Il fallait s'inscrire au début, parce que si on s'inscrivait en cours, forcément, on perdait quand même largement de l'intérêt de l'expérience. Donc on a eu 15 000 joueurs qui ont été inscrits. Tout au long, comme vous avez pu le comprendre, tout au long, il y avait 2-3 sollicitations par mail pour aller donner un coup de main qui était très simple à trouver. On était dans une écriture qui était totalement... Alors tout était évidemment programmé, hein, mais toutes les actions en fait étaient très simples. On n'allait pas faire chercher les gens partout, etc. Dès qu'on leur disait regarde les caméras de surveillance, le lien était directement accessible. Dès qu'on disait devine cet indice-là, ou regarde sur ce tatouage, est-ce qu'il n'y a pas un indice, ou est-ce qu'il y a un code particulier à trouver, quel est le meilleur emplacement que Théo pourrait utiliser pour tirer. Voilà, à chaque fois, les liens étaient accessibles depuis le lien MMS ou le lien Internet. Donc personne ne s'est perdu. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que toute l'expérience de jeu, dans le partage, s'est retrouvée en fait sur la page Facebook. C'est-à-dire que c'est la page Facebook qui est devenue en fait le média central, parce qu'il n'y avait pas de site dédié. On n'avait pas de site dédié, on ne disait pas que c'était Canal. Voilà, on disait rien, c'était comme un truc totalement épars. Sauf que le seul lien, c'était un lien de communication directe, puisque dès que je recevais quelque chose, je savais où aller. Mais rien n'était logé sur un site, rien n'était visible de façon collective ou réunie nulle part. Quoi. Voilà, donc 15 000 inscrits. Parmi les 15 000 inscrits, ce qui a été encourageant, c'est qu'on a eu 60% de gens qui ont joué. Alors je vous ai fait, je vous donnerai ce lien-là, et on a fait exprès de laisser la trace de ce qu'on avait appris, et donc il y a une vidéo qui raconte dans les détails les résultats et tout ce qu'on a pu un peu vous délivrer, en tout cas de façon très transparente, parce qu'on n'a vraiment pas triché avec les chiffres. Donc en tout cas 60% des gens ont joué. Parmi les gens qui ont joué, on a été assez étonnés par la cible, parce que finalement elle était assez
pas totalement semblable à la cible de la série, mais elle ressemblait plus à une cible de la série qu'à une cible sur geek d'ados de 15 ans, comme on peut en voir sur YouTube, quoi. Donc on avait vraiment des gens adultes. La moyenne d'âge des gens qui jouaient, c'était 25-45 ans. On avait autant d'hommes que de femmes, et on avait des profils, parce qu'on s'est amusé à faire des études quali nous-mêmes chez Kappa au téléphone, et on avait des gens qui avaient certes un peu de temps, peut-être en tout cas, mais dans leur profil, qui étaient instituteurs, il y avait une dame qui était gardienne d'un immeuble, il y avait un prof, il y avait un directeur d'une école, il y avait un flic, enfin bon voilà, il y avait des profils comme ça assez différents, et en tout cas pas particulièrement ni parisiens, ni totalement voilà, sur geek, ni trop jeunes, ni voilà, on a eu, alors je ne peux pas en faire un profil exhaustif, mais en tout cas on était assez étonnés dans les appels qu'on avait fait. Voilà, ensuite en termes de vécu, du point de vue de la production, une fois qu'on a eu cette intuition de ce fil rouge, là, de cette relation qu'on allait proposer aux internautes à vivre en tant qu'expérience en rejoignant cette bande, on a travaillé sur les scénarios d'Abdel. Donc chaque scénario a été épluché. Puisqu'on était puisque toute l'expérience se passait entre la diffusion de deux par deux épisodes, on a pas mal nourri nos réflexions sur les actions à mener qui jouaient sur le cliffhanger pour ensuite reboucler avec la suite de la série. Voilà, donc ça c'était pour l'écriture. Donc on a pris la matière scénaristique comme notre réalité, voilà, notre absolue réalité. On ne trichait pas avec ça, on n'a rien inventé. On a juste déporté des endroits qui auraient pu suggérer un moment d'enquête ou un moment de curiosité, mais qui étaient totalement liés totalement liés au scénario d'Abdel. Ensuite, chacun des comédiens ont joué les jeux. Alors évidemment, leur intervention n'est pas très longue, hein, mais tout le monde a joué le jeu, tout le monde a accepté à titre gracieux, au titre de la promotion de la série, de participer à l'aventure. Ensuite, tout le monde a joué le jeu, d'ailleurs, y compris sur leur page Facebook, parce que même Anglade a remercié tout le monde depuis sa page Facebook personnelle, etc. Donc ça, c'était sympa. Ensuite, nous, on a travaillé avec Lexis Numérique sur cette écriture du gameplay qui, à la fois, devait trouver sa sobriété, qui donc nécessitait ce travail en commun, mais en même temps, qui vraiment... était totalement légitime puisqu'il savait programmer, parce qu'au-delà d'avoir programmé des actions, il faut savoir programmer les réponses, il faut savoir répondre quelque chose quand quelqu'un n'a pas répondu, etc. Donc, et des serveurs adéquats. Le premier jour, le serveur était tombé, on était un peu mal quand même. Enfin voilà, donc heureusement que Lexis était derrière nous pour tout ça. Ce qu'on avait sous-estimé, c'était l'impact humain que la machine, enfin en tout cas que la scénarisation ou la programmation ne pouvait pas résoudre, ou aurait pu d'une certaine manière, mais en tout cas pas, on l'avait à la fois pas prévu, et en plus il est probable que c'était mieux comme ça, c'est qu'on s'est retrouvé à recevoir énormément de mails en retour, des mails qui étaient envoyés notamment par Kaplan, donc personnage d'Anglade, parce que voilà, certaines actions étaient envoyées par mail, et les gens répondaient. Mais non seulement les gens répondaient, mais parlaient, discutaient, demandaient des trucs, etc. Et donc au début, on ne s'attendait tellement pas à en avoir autant qu'on n'avait pas du tout prévu de dédier une personne à ça, etc. Et on s'est dit, putain, on est dans cette aventure-là, on ne va pas laisser ce truc enfin, c'est juste pas possible. Donc Magali Gattel, qui travaille avec moi, s'est cognée et des week-ends et des nuits à répondre. Moi-même, avec une espèce de dieu hagard de la part de mes enfants, qui se demandaient si j'étais devenu totalement débile ou pas, je me mettais moi aussi à répondre dans la peau d'Anglade à des mails, etc., pour qu'elle puisse aller dormir de temps en temps. Enfin voilà. Et donc ça on a répondu à des... on vous le dit dans le petit récap, mais on a répondu à des je sais pas, des milliers de mails qu'on a personnalisés. Et on avait même des retours qui disaient, mais quand même, j'ai pas l'impression que ce soit un moteur qui nous réponde, parce que c'est vraiment quand même personnalisé. Tu trouves pas? Et hop, il y avait des discussions comme ça sur Facebook sur ce sujet-là. Voilà, donc en résumé, on est content d'avoir participé à cette histoire. Je sais, bon, moi je vous le dis parce que je suis un peu prétentieuse, mais qu'il y a eu une autre expérience autour d'Engrenage qui paradoxalement a pas plus marché que la nôtre, donc ça m'a rassuré sur au final ce qu'on avait fait, parce qu'on avait quand même 2 ans d'avance par rapport à celle qui a été faite sur Engrenage. Ça c'est mon côté un peu méchant. Et puis ça a été une aventure très sympa, assez compliquée. On a regretté que le CNC nous donne pas beaucoup. Enfin, on était au sélectif au CNC, le jury du CNC a considéré que
ce projet-là était plus du ressort de la promotion d'une œuvre fictionnelle. Et donc à ce titre-là, on avait demandé, je ne sais plus, 60 000 €, je crois. On n'a eu que 25 000, après moult débats. Le jury étant souverain, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas ça qui a servi la promotion de la série de la saison 2, qui a très bien marché au demeurant. Et deuxièmement, que c'était une putain de gamberge créative quand même. Et donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, et en tout cas, Sony existe.